Alors maintenant, avant de parler de comment élaborer un plan de mémoire, il faut d'abord savoir sur quel projet on est en train de travailler. Donc, un projet scientifique, on prendra l'exemple de licence, master, doctorat. Alors, en licence, là, je projette plutôt pour le côté informatique. Donc, en licence, généralement, l'objectif d'un projet est de développer une application suivant une approche génie logiciel, tout en respectant une démarche scientifique ou au moins une partie d'elle. C'est-à-dire, on aura au moins une problématique sur laquelle on fait notre étude, un logiciel, une solution qui a été proposée, mais on peut à ne pas arriver jusqu'au déploiement de la solution, c'est-à-dire déploiement du logiciel, vu le temps du projet. Alors, par contre, un projet de master, c'est une initiation à la recherche scientifique. Donc, c'est un projet dans lequel il faut suivre la démarche scientifique à travers un projet d'une durée limitée. Donc, on va avoir la problématique, la solution proposée et jusqu'à le test de cette solution pour avoir une certaine contribution, même minimale, hein, en moins un résultat pour ce projet. Alors, concernant le projet de doctorat, donc là, on a voilà, un projet plus ou moins complet, vu sa durée, qui est minimum 3 ans, dans laquelle on va travailler pour travailler sur une problématique bien déterminée, pour faire non pas une seule contribution, mais plusieurs, tout en suivant bien évidemment une démarche scientifique. Alors, l'élaboration d'un plan, c'est une étape indispensable car elle facilite la rédaction d'un document. Elle permet de s'assurer que l'enchaînement des idées suivra une logique claire et structurée. Alors maintenant, au niveau de la structure, elle va dépendre du type de document qu'on est en train de rédiger. Alors, ça dépend. Donc, si c'est un document, un rapport de mini-projet, un mémoire, article scientifique, compte rendu, rapport de recherche, etc. Pour le plan scientifique, on n'a pas un modèle unique. On peut avoir différents plans qui sont proposés, mais généralement, on trouve un plan avec que je partage avec vous, donc qui est composé de 6 7 éléments qui va refléter un petit peu la démarche scientifique. Donc, on va trouver déjà une introduction générale, d'accord? La méthode, les résultats, la discussion, conclusion, bibliographie, éventuellement des annexes et puis le résumé et les mots-clés. Donc ça, c'est un plan scientifique qui est valable non seulement pour le domaine d'informatique, mais aussi pas mal de domaines scientifiques. Donc on peut l'utiliser pour mémoire de master, doctorat, article scientifique, mais est-ce qu'on est obligé de le faire pour mémoire de licence? Non, surtout si on n'a pas complété en fait la démarche scientifique. Si on est arrivé juste à la méthode, on n'a pas testé notre outil et son déploiement, donc on ne peut pas utiliser ce plan-là. Alors quand je parle de plan de mémoire en informatique, là je parle plutôt en licence et master, donc il contient généralement 2 parties. Donc on doit faire vraiment la distinction de la première partie de ce mémoire qui est la moitié de ce mémoire qui va préciser le problème et les concepts théoriques de l'étude, c'est-à-dire tout ce qui est généralité, le contexte et les généralités sur le sujet de ce projet. Et la seconde partie qui est la réalisation, c'est-à-dire comment on a traité le problème, c'est la solution, c'est la conception, l'implémentation, etc. Alors, pour réaliser le plan, il faut déjà savoir combien de pages il faut faire, parce que si on a une cinquantaine de pages qui sont exigées ou trentaine, c'est pas la même chose. Donc, pourquoi? Parce que ça influence le nombre de chapitres. On ne peut pas faire un chapitre avec 5 pages et un autre avec 35 pages. Donc, il faut après penser à équilibrer les chapitres. Donc, je ne crée pas un nouveau chapitre si jamais je n'ai pas beaucoup de pages que ce chapitre va contenir.
Alors, le mémoire en général doit contenir obligatoirement une introduction générale, ensuite minimum de chapitres. Donc là, ça dépend de nombre de pages qu'on a. Donc, ils vont inclure les deux parties, partie théorique et partie applicative. Et ensuite, on termine par une conclusion générale. Donc, évidemment, on ne doit pas oublier la bibliographie. Donc là, on s'est focalisé pour faire l'étude et le résumé, les mots-clés, etc. Alors évidemment, dans les chapitres, dans la structure générale, c'est-à-dire dans le fond de ce mémoire, il y a une façon implicite de suivi de démarche scientifique. Donc on va trouver quelque part la problématique, la proposition, la partie test évaluation, la partie discussion à travers donc c'est pas comme le plan qu'on a vu tout à l'heure que c'est clair, les parties de démarche scientifique, là ils sont implicites, ils sont dans le fond de mémoire et non pas dans la forme qui est le plan. Alors la structure générale, à quoi ça doit ressembler le plan? Donc déjà il y a l'introduction générale, donc j'écris introduction ou introduction générale dans laquelle on va mettre la motivation, la problématique, donc ça va introduire notre travail. Alors il y aura une autre vidéo dans laquelle je vais rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on met exactement dans l'introduction et la conclusion avec des exemples. Alors ensuite, je mets la liste de figures, de tableaux. Donc là, l'ordre, ça dépend. Voilà, il n'y a pas une obligation particulière, mais généralement, on les trouve soit avant l'introduction, soit après, avec la table de matière. Donc là, ça dépend la structure ou le canevas qui est utilisé par les universités. Alors ensuite, on a les chapitres. Il faut mieux les numéroter, chapitre 1, 2, etc. avec le nom ou le titre du chapitre qui doit être assez significatif. Donc là, ça dépend le nombre de chapitres qu'on a. Donc si jamais j'ai que deux chapitres, je mets le chapitre 1 pour la partie théorique. Donc qui est générique et indépendante de votre propre conception et implémentation logicielle. Donc on ne doit pas avoir dans cette partie des diagrammes UML ou un résultat de votre travail. Donc c'est la partie théorique. Et par exemple, le chapitre 2, c'est la partie pratique dans laquelle on va parler de la conception, de l'implémentation, etc. Alors si jamais on a suffisamment de pages, donc par exemple la deuxième partie, on le met sur deux chapitres. Un chapitre sur la conception et un autre sur l'application et l'implémentation et les tests. Donc l'essentiel là, l'organisation en termes de chapitres, ça dépend, ça peut varier, mais l'essentiel, on doit s'assurer toujours qu'il y a une distinction entre la partie théorique et la partie pratique. Et enfin, conclusion générale ou conclusion, bibliographie résumée. Alors maintenant, pour les titres qu'on utilise pour notre mémoire, qu'on va voir dans le plan, donc ça, c'est un élément euh, très important car ça reflète la qualité de votre mémoire. Alors les titres des chapitres et des sections, euh, c'est l'élément pour capter l'attention du lecteur. Donc on va à travers ces titres-là comprendre la logique que vous avez suivie. Donc si c'est mal fait, on va même pas avoir cette intention de rentrer en détail et de lire en détail tout ce que vous avez écrit. Alors, il faut choisir un titre qui soit court, mais suffisamment informatif. Puis, il faut conserver le même schéma de structuration et la forme grammaticale pour l'ensemble des titres. Alors, je prends un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et puis sa correction. Alors, dans le premier exemple, donc on a écrit comme titre de la section pour introduire le problème. Là, on peut le faire tout simplement introduction. Donc pourquoi faire une phrase qu'on peut la résumer, la synthétiser en un seul mot qui est tout simplement introduction. Alors deuxième titre, c'est les solutions existantes. Alors là déjà il y a un mot vide qui est les, on peut faire directement solution existante où on est en train de parler en effet du contexte. Donc pourquoi pas mettre directement contexte ou travaux existants
Là aussi, il y a un mot-clé qu'on utilise qui s'appelle état de l'art. Donc, c'est-à-dire les travaux connexes ou les travaux existants. Alors, dans le 3, je trouve ma solution. Donc là, c'est un petit peu subjectif. Donc, on doit rester neutre dans la rédaction. Donc, on dit directement solution, la méthode, ou les résultats, ou proposition, ou contribution, ou directement le nom de l'outil. C'est un nouveau outil qui a été proposé. Et enfin, euh, je trouve quelques remarques pour conclure, c'est tout simplement conclusion, discussion et conclusion, etc. Alors, la première chose qu'on regarde quand on lit le plan aussi, c'est pas uniquement les titres pour voir l'ordre logique et comprendre ce que votre mémoire contient, mais ensuite on va aussi regarder le nombre de pages pour voir s'il y a un équilibre entre les chapitres. Je vous donne un exemple. Si jamais on a deux chapitres avec un chapitre sur la partie théorique et un chapitre sur la partie applicative, si jamais je trouve uniquement 5 pages pour la partie théorique et puis le reste c'est tout pour la partie applicative, la première impression que je vais constituer, que je vais avoir, ou première image que je vais avoir de vous, c'est que vous n'avez pas trop travaillé sur la partie théorique. Donc même sans lire le mémoire, j'ai déjà quelques informations sur votre travail. Alors la règle générale, c'est quoi? C'est toujours équilibrer le nombre de pages de chapitres que vous avez fait. Pareil entre l'introduction et la conclusion. Si on a deux chapitres, il faut faire 50 de pages. Là, c'est approximatif, c'est-à-dire si on a 40 pages, on n'est pas obligé de faire 20 pages pour un et 20 pages pour l'autre. Non, mais quand même, s'il y a un écart de 4-5 pages, c'est pas grave. Mais si jamais il y a une grande différence, grand écart entre les deux, donc ça, c'est à éviter. Alors, c'est la même chose pour les sections d'un chapitre. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir une section avec un paragraphe et une section suivante avec 5-6 paragraphes. C'est-à-dire, là, on estime qu'il y a un problème quand même dans la structuration et qu'on va penser, pourquoi pas regrouper le tout en une seule section, ou bien cette section qui contient beaucoup de paragraphes, est-ce que c'est possible de la diviser encore en deux sections? Alors maintenant pour les chapitres, ce qui est obligatoire, c'est que chaque chapitre doit commencer par une introduction et se terminer par une conclusion. Alors soit on écrit précisément introduction-conclusion, ou bien juste un petit paragraphe qui va l'introduire et un autre paragraphe avec lequel on va conclure le chapitre. Alors l'introduction d'un chapitre, elle contient quoi? C'est au moins un petit paragraphe, pas forcément de faire trop. Ça peut faire juste 4-5 phrases hein, avec lesquelles on introduit le contexte en lien avec le chapitre ou tout simplement on prépare le lecteur à ce qui va contenir ce chapitre. On va l'aider à la compréhension et à l'ordre logique des sections de ce chapitre. La conclusion, pareil, donc un petit paragraphe ou ça peut être développé en plusieurs paragraphes qui vont résumer le chapitre ou discuter ces éléments. Donc ça dépend du chapitre sur lequel on est en train de travailler et en même temps, pourquoi pas introduire le chapitre suivant pour assurer ce lien qui doit être fait entre les chapitres. Alors, le plus important lors de l'établissement de ce plan de mémoire et même dans la rédaction de votre mémoire, c'est d'assurer toujours, de s'assurer qu'il y a un enchaînement logique, que ce soit entre les chapitres, les sections du même chapitre, même les paragraphes d'une section et aller jusqu'à l'enchaînement des idées de chaque paragraphe. Et comme ça, on va avoir comme si on est en train de raconter une histoire au lecteur qui va l'aider et faciliter la tâche de compréhension de votre travail. Donc voilà, on arrive à la fin de ce cours. Donc on a vu comment établir un plan de mémoire suivant une démarche scientifique.
Alors la vidéo suivante, on va rentrer dans des détails de recherche bibliographique, comment chercher de la documentation. Ensuite, une fois on l'a, donc comment rédiger et utiliser la bibliographie pour le mémoire.